comment gérer l'accès des utilisateurs, authentifier les utilisateurs dans des bases extérieures, comment faire de l'IAM en utilisant par exemple Active Directory pour s'authentifier, etc. Le chiffrement des données, les syslogs, etc. Donc la première chose, c'est que Nutanix a un cycle de développement sécurisé, c'est-à-dire que quand Nutanix fournit un produit, c'est pas juste il fournit le produit et puis il n'y a pas de suivi. Forcément, il y a un suivi à la maintenance du produit. Et donc, par exemple, ça permet, avec toutes les mises à jour que vous recevez hein, de Nutanix, on vous dit c'est entre 6 à 8 semaines. Ça peut être moins, hein, c'est-à-dire dès qu'on découvre quelque chose, on essaye de le corriger, ce qui permet de réduire les attaques sur le système, hein, tout simplement ce qu'on appelle les attaques de type D0, c'est tout simplement quelqu'un qui va exploiter une attaque avant qu'il y ait une solution qui soit de contournement ou un patch qui vienne régler le problème. Hein. Donc, par défaut, Nutanix suit ses produits. Hein. Normalement, si vous faites du Nutanix, vous devez recevoir régulièrement ce genre de choses hein, avec. C'est Pulse. Voilà. Ouais, en fait, Pulse, c'est, oui, Pulse permet d'aider à ça. Pas de souci. En fait, Pulse, ce qu'il fait, c'est que il va renvoyer les informations, notamment les versions d'AOS, de l'AHV, etc., chez Nutanix, les différentes alertes que vous recevez, etc. Tout ça, ça part chez Nutanix et c'est examiné par des systèmes experts. En fait, c'est de l'intelligence, système à base d'intelligence artificielle qui vous remonte en fait, soit qui vous ouvre des caisses ou qui vous remonte des infos. Donc, si vous voulez, Pulse permet d'être en proactif dans la gestion de votre cluster Nutanix. Mais ce que je veux dire, c'est que Nutanix lui-même, si il découvre, parce que quand on sort un produit, c'est pas la finalité, le produit n'est pas fini. Enfin, il est fini pour être sorti, mais avec l'utilisation, on découvre des failles, on découvre des bugs, on découvre qu'ils sont sensibles à telle ou telle chose, on peut améliorer. Donc régulièrement, hein, ou dès que il y a un truc, Nutanix, il y a un suivi. Hein, donc normalement, vous êtes reçu vous êtes prévenu. Hein, bien sûr, il faut être abonné au niveau de Nutanix. Et puis si vous avez Pulse, c'est vrai que c'est quasiment automatique parce que votre système renvoie les versions d'AOS que vous avez, etc. Et tout de suite, Nutanix sait qu'il y a telle faille, tel bug, tel machin, vous êtes sensible, vous êtes prévenu, etc. Maintenant, ce que fait Nutanix, c'est qu'il y a le ministère de la Défense américaine, hein, ce qu'on appelle le département de la Défense, en fait, aux États-Unis. Eux, ils sortent ce qu'on appelle des guides techniques qui permettent de sécuriser les environnements. On appelle ça le STIG, le Security Technical Information Guide. Et donc, ces documents hein, qui sont publiés donc, par le département de la Défense sont tout simplement des documents déclassifiés qui expliquent ce qu'il faut faire pour pour durcir en fait des systèmes pour qu'ils ne soient pas vulnérables aux attaques, etc. Mais n'importe quel système informatique, ouais, ça peut être des serveurs Apache, ça peut être un switch Cisco, un iPhone, etc. Et bien entendu, Nutanix utilise, si je fais un contrôle F, je recherche Red Hat, voilà. En fait, l'AOS, enfin, pas l'AOS, la CVM, parce que la CVM contient l'AOS, chez Nutanix, c'est un Red Hat 7. C'est un CentOS, mais c'est un Red Hat 7. CentOS 7, c'est un Red Hat 7. Et donc, Nutanix utilise ce document du STIG pour durcir à la fois la CVM, mais également l'hyperviseur. Parce que l'hyperviseur, c'est le même système, hein, c'est avec le même système. En fait, dans ces recommandations, vous pouvez récupérer, hein, simplement, on peut analyser ça en Excel, en JSON, en XML, etc.
Il y a des recommandations sur le Red Hat. Par exemple, il faut faire ça, ça, ça. Et bien sûr, vous avez différents niveaux de gravité, hein. Quand c'est high, c'est que c'est très grave, etc. Medium, low. Les plus graves ici, simplement, on vous dit quels sont les risques. Par exemple, si je prends celui-là, hein, je le prends au hasard. The Red Hat Enterprise Linux must not have a FTP server package installed. Ok. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vérifier que vous l'avez pas installé, etc. Si je prends le premier, Red Hat Enterprise Linux must be configured so that the SSH daemon knows allow authentication using an empty password. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire ça, etc. Le souci, c'est que Nutanix récupère ça, bien sûr, hein, mais l'audit d'un système simplement en prenant les documents du stick, c'est fastidieux. Il y a un cluster de 10 nœuds, il faudrait passer la CVM, chaque CVM à travers chaque recommandation pour voir si on la respecte, etc. Et il faudrait passer chaque hyperviseur à travers chaque recommandation pour voir si on la respecte. Donc, ce qu'a fait Nutanix, c'est ça peut être automatisé, ça. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle un SCMA hein, chez Nutanix, un Security Configuration Manager. Je vais juste ici, j'ai un exemple de ça que je montre en ECA. Mais là, vous allez faire un lab. Je sais plus si vous allez le faire en lab. Je crois que vous allez faire en lab, hein. Non, c'est plutôt là. Et l'idée du truc, c'est un stick commande. Ça vous permet, le SCMA, donc c'est Security Configuration Management Automation, ça vous permet directement de pouvoir scanner le système et d'analyser quel est le niveau de sécurité de votre système. Donc en fait, avec cette commande NTLI cluster get CVM security config, on va de voir comment c'est configuré pour la CVM et puis bien sûr, c'est la même commande pour l'hyperviseur. Bon, les deux se tapent depuis une CVM, hein, donc un SSH sur une CVM. Moi, je me suis mis sur le pod, je crois que c'est 17, hein. Je suis sur le pod 17. Bon, j'ai installé un MPuTTY pour que ce soit plus confortable. En fait, le Security Configuration Manager Automation, là, en fait, je le lance, il y a cet outil qui s'appelle dedans la EDS. C'est un Intrusion Detection Environment. Donc, c'est un Advanced Intrusion Detection Environment. Là, actuellement, je vois qu'il n'est pas activé, puisque c'est pas activé par défaut, mais je peux décider de l'activer ou pas pour mes CVM. L'idée est que si vous activez le Heads, hein, je suis sur cette partie-là, Advanced Intrusion Detection Environment, c'est un IDPS, donc un détecteur d'intrusion, mais d'environnement, hein, bien sûr. Quand on dit d'environnement, c'est pas un truc réseau, c'est simplement c'est dans l'OS. Donc, il va passer en revue votre système, notamment avec les recommandations du STIG, pour voir si tout va bien dans votre système. Et s'il détecte une variation de votre système, bah, il va corriger automatiquement ce qui ne va pas. Et puis, vous voyez qu'avec ça, je peux aussi activer la gestion des corps. En fait, ce qu'on appelle les corps dump, hein, c'est-à-dire si un programme se plante, avant de se planter, on va décharger le contenu du programme sur disque. Même chose, on peut aussi activer un kernel core. C'est la même chose hein, que le core ici, sauf que là, c'est pour le kernel, le noyau, hein. On peut aussi activer le fait d'avoir des mots de passe durcis. Ce que vous avez vu là, les mots de passe, on a utilisé Nutanix, H4U, etc. Bon, on peut demander des mots de passe beaucoup plus durs qui mélangent majuscules, minuscules, caractères spéciaux, etc. Donc on peut activer, on peut faire en sorte qu'il y ait une bannière quand quelqu'un fait du SSH. Par défaut, il n'a pas de bannière, mais je peux lui mettre une bannière explicite en disant attention, tout accès à ce système est interdit et sera puni, etc.
Je peux faire en sorte qu'on n'utilise que du SNMP V3 et bannir les versions 1, 1.2, etc. Et puis le schedule, c'est la fréquence avec laquelle le système va analyser, notamment au niveau du heads ici, là, que votre système est à jour. Donc comment ça fonctionne? On peut changer la fréquence ici. Par exemple, je peux lui dire, tu vas scanner mon système toutes les heures pour voir s'il est à jour. Donc, il va scanner le système. Je peux forcer un scan, hein, bien sûr, du système. Donc, pour visualiser ça, je vais vous faire un exemple. Ici, regardez, ça, c'est ce qui permet d'activer le EDS, donc l'Advanced Intrusion Detection, pour la CVM. Bien sûr, je peux le faire pour la CVM et l'hypervision. Je vais juste l'activer pour la CVM. Donc actuellement, si je vais sur mon système, regardez, vous connaissez ce fichier, hein, c'est slash etc shadow. Par exemple, sur un système Unix, hein, ce fichier-là, là, etc shadow, c'est le fichier qui stocke les mots de passe des utilisateurs sous la forme d'un hash solté, en fait, hein, c'est-à-dire on prend le mot de passe, on le fait passer dans un algorithme de hash. Mais au lieu de prendre que le mot de passe dans l'algorithme de hash, on prend le mot de passe plus une chaîne de caractères qu'on appelle un salt. Et on fait ça passer dans l'algorithme de hash. Et ça, c'est ce qu'on met comme résultat dans ce fichier shadow, donc pour chaque utilisateur. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Sudo 4. Vous voyez, par exemple, pour l'utilisateur Nutanix, euh, ça, c'est son mot de passe. Bon, c'est un fichier base de données, en fait. Le caractère séparateur, là, c'est deux points, hein. Donc, entre deux points, là, hein. Par exemple, l'utilisateur Nutanix, ça, c'est son mot de passe. Mais bon, c'est son mot de passe comment? Haché, solté. Donc, si on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Et le truc, c'est qu'on peut faire de la brute force attaque. Bon, on fait quoi la brute force attaque? On commence, on prend un A, on le fait passer dans l'algorithme de H, on regarde le résultat et on compare à ça, etc. Donc, avec de la brute force attaque, vous faites A, B, C, après A, B, et ainsi de suite. Hein, si vous faites ça avant des années, etc., peut-être vous finirez par tomber sur le mot de passe. Donc, pour éviter ça, pour éviter que des gens puissent faire de la brute force attaque, par exemple, pour découvrir le mot de passe des différents utilisateurs, hein, eh ben ce fichier-là, il est protégé. C'est-à-dire que les droits sur ce fichier, ce qu'on vient de voir là, le ls-l, vous voyez qu'il y a des droits, personne n'a de droit sur ce fichier. C'est-à-dire que moi, si j'essaie de voir ce fichier directement, là, vous voyez, permission deny. Pourquoi? Parce que en tant qu'utilisateur, là, je suis qui là? Je suis Nutanix. Bon, en tant qu'utilisateur Nutanix lambda, hein, bon, Nutanix, il a des droits d'administration de la partie Nutanix, l'utilisateur Nutanix, hein, mais c'est pas le root. D'accord? Si j'étais root, j'aurais le droit de éditer ce fichier. D'ailleurs, quand j'ai fait un cat, là, ici, là, un cat, le fait de faire sudo, je veux dire, je prends les droits de root pour faire le cat. C'est pour ça que j'ai pu voir un machin. Si j'essaie de faire un cat directement en étant utilisateur Nutanix, permission deny, il m'a jeté. Mais le truc, c'est que les droits sur ce fichier, par exemple un administrateur, quelqu'un qui a les droits, hein, bien sûr, il faut avoir les droits. Je pourrais changer les droits sur ce fichier, hein. Je pourrais dire, je vais modifier les droits sur le fichier Shadow. Donc là, je change les droits sur le fichier Shadow. Si je fais un cat maintenant en tant qu'utilisateur lambda, vous voyez, je vois le fichier Shadow. Donc ça, c'est un trou de sécurité. C'est-à-dire que si ça reste comme ça, cet utilisateur peut voir ça, peut faire de la brute force attaque et chercher la chaîne de caractères qui va permettre de matcher ça. Et puis une fois qu'il a trouvé, connaît le mot de passe. Donc pour éviter ça, bah,
le système va contrôler que les droits sur Shadow n'ont pas été modifiés, que c'est bien. Vous voyez que maintenant, là, comme j'ai fait 7, 7, 7, ça c'est 7, hein, donc c'est 4 plus 2 plus 1, 4 plus 2 plus 1, ça c'est le premier RWX, ça c'est le propriétaire. Le RWX qui suit, c'est le groupe. Et puis le troisième RWX, c'est tous les autres. D'accord? Donc j'ai donné le droit de lecture, d'écriture et d'exécution à tout le monde sur ce fichier. Bah, ça, c'est une faille. D'accord? Qui est connu dans les Linux depuis longtemps, hein. C'est pour ça que Shadow, il est protégé. Même quand vous utilisez les commandes passwd pour changer votre mot de passe, en réalité, vous êtes un utilisateur lambda, vous faites passwd, mais vous changez votre mot de passe, mais au moment où il va enregistrer, là, il prend les droits root, mais vous n'êtes pas root quand même, hein. Donc, si on active le heads, je vais activer le heads, hein, pour vous montrer. Si je viens, j'active le heads, en fait, ce qui va se passer, c'est que le heads, il n'était pas activé, on l'a vu tout à l'heure, ben, il va surveiller si mon système, là, je viens d'activer l'Advanced Intrusion, il va surveiller si mon système change. Il y a quelque chose qui a changé dans mon système. Bien sûr, avec une certaine fréquence. Je vois que le schedule, il est mis ici à une journée. Moi, je pourrais passer le schedule à 1 heure. Bon, je ne vais pas le faire. Et puis, regardez, je vais forcer un scan immédiat, en fait. Avec cette commande-là, on force un scan immédiat du système. Donc, je vais forcer le système à changer. Donc là, il va scanner le système. Enfin, il va faire ce que fait LEDS, mais avec une certaine périodicité. Là, je le force. Simplement, il va regarder tout l'environnement, les fichiers, machin, etc., voir si des trucs ont changé. Et s'il détecte que quelque chose n'est pas conforme à toutes les recommandations du STIG, hein, eh ben, il va les modifier, tout simplement. D'accord. Donc là, il m'a fait un certain nombre de choses. Si je regarde les droits qui sont sur Shadow, vous voyez qu'il les a remis à défaut. Donc, il m'a redurci mon système. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme c'est automatique, parce que si vous l'activez avec une fréquence d'une journée, ben, tous les jours, vous savez que votre système est audité, il n'y a rien à faire, quoi. Bon, ça, c'est ce qu'a mis en place Nutanix, hein. Bon, je vous mettrai dans le partage ce petit document, pas de souci. Mais vous avez les commandes dans le support. Euh, j'étais où j'étais là. Donc, le STIG, en fait, ce que ça fait, bon, ici, on voit quelque chose qui vient du STIG, là. Ça doit être marqué STIG quelque part. Je ne sais plus où, STIG ID, ici, là. Juste là. Bon, c'est parce que quelque chose a été détecté au niveau de mon système, hein, mais tout est automatisé. Qu'est-ce qu'on dit d'autre dans... Moi, je vais juste ranger la barre Zoom. Pourquoi est-ce que la barre Zoom qui me fait chier? Et le menu pour le virer? C'est pas grave. Je vois pas le bas de l'écran. Mais... Bon, qu'est-ce qu'on vous dit c'est parce que je suis passé haute, ça me rajoute des menus en plus. La CVM est... je vais mettre la barre Zoom au-dessus. Ok. Bon, l'idée, c'est tout simplement avec pas le STIG, hein, parce que le STIG, c'est des recommandations avec le SCMA, donc le Security Configuration Management Automation. Donc, en gros, c'est dans la partie, c'est ce qu'on a vu, c'est LEDS, hein, Advanced Intrusion Detection Environment. Pouvoir analyser votre machin, votre CVM, votre hyperviseur et vous assurer que votre CVM, votre hyperviseur sont conformes aux recommandations en termes de sécurité. Bon, l'authentification des utilisateurs, bien sûr, vous avez un PRISM central
Et puis différents Prism éléments, différents clusters en gros, hein. Votre Prism central peut gérer plusieurs Prism éléments. Les Prism éléments, ils ont leur propre base locale, hein, d'accord, leurs propres utilisateurs qui sont dans leur base locale, slash ETC, PassWD, ETC Group, ETC Shadow, etc. Le Prism central également. Bon, bien sûr, si vous avez que du Prism élément, vous pouvez vous authentifier avec les utilisateurs sur la base locale. Alors, on peut créer des utilisateurs dans la base locale aussi bien du Prism central que du Prism élément. Simplement, les droits qu'on va donner à ces utilisateurs-là vont être limités. D'accord. Euh, Sur le Prism élément, imaginez que vous avez un AD, mais vous pouvez aussi avoir en parallèle un OpenLDAP, hein. C'est compatible avec les deux, en fait. Eh ben, les Prism éléments peuvent utiliser l'OpenLDAP ou l'AD, n'importe lequel, hein. Par contre, ça ne rajoute pas de droits supplémentaires. C'est-à-dire que les droits qu'on donne aux utilisateurs sur un Prism élément, aux utilisateurs locaux, seront tout simplement les mêmes droits qu'on pourra donner à des utilisateurs qui viennent de mon AD. Le seul intérêt de l'AD, si vous avez un Prism élément, ça permet l'AD ou l'OpenLDAP, hein, c'est pareil, hein. D'ailleurs, on attaque les deux avec le même protocole qui est du LDAP. LDAP ou LDAPS, hein. Bon, le seul intérêt, c'est que vous allez étendre l'authentification sur votre Prism élément aux utilisateurs qui sont sur votre AD. Donc, ça évite de les recréer localement. C'est le seul intérêt, hein. Avec le Prism central, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bien sûr, il a sa base locale, mais il peut utiliser, on a dit, les AD et les OpenLDAP comme un Prism élément, avec les mêmes protocoles LDAP et LDAPS. Mais lui, en plus, il peut utiliser le système ADSF de Windows, c'est-à-dire l'authentification fédérée. Donc, il a trois modes. Il a la base locale, il peut utiliser des annuaires extérieurs à des OpenLDAP en LDAP et LDAPS, mais il peut aussi, bien entendu, utiliser un système SAML, hein, d'authentification Active Directory, hein. C'est ce qu'on vous dit, un Security Assertion Markup Language, qui est un petit peu supérieur de simplement s'authentifier dans un AD, hein. Bon, ici, on a mis AD, mais c'est pareil avec OpenLDAP, hein. Par contre, ici, il y a une différence aussi bien quand vous utilisez Prism Central avec des annuaires extérieurs, on peut faire ce qu'on appelle du RBAC, Role Based Access Control. C'est-à-dire qu'on peut définir des droits très pointus, hein, pour des utilisateurs des annuaires extérieurs. Alors que si vous créez des utilisateurs dans votre base locale, vous êtes limité à quelques droits qui sont, d'ailleurs, je peux vous montrer ça, hein, ce sera plus parlant en fait. Euh, je vais déjà un petit peu oublié, là. Je ne sais plus qui c'était le logué là, mais au départ, merci pour le mot de passe, là. Donc, bon, ici, mon admin. Bon, ici, je suis sur Poisson Central et je suis sur Poisson Élément. Donc, Poisson Élément, si vous voulez gérer l'authentification, c'est Sitting. Après, dans User Management, quelque part, User on Role. Ici, Local User, donc ça vous permet de créer des utilisateurs locaux. Authentication, ça vous permet d'ajouter un annuaire extérieur qui peut être un AD ou un OpenLDAP. Ok, bien sûr, avec les différentes informations de l'AD, etc. Pas très compliqué. Quand vous avez ajouté un annuaire extérieur, vous pourrez faire ce qu'on appelle du role mapping, c'est-à-dire mapper des groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs avec les rôles.
Mais les rôles sont relativement limités. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas c'est ces rôles-là, hein, je vais vous montrer. C'est les mêmes que quand qu'on rajoute un utilisateur local, quoi. Les rôles, ils sont ici. C'est user admin, cluster admin et backup admin. Et il y en a un qui n'apparaît pas là, qui s'appelle viewer. Donc, viewer, si vous donnez aucun rôle à un utilisateur, il est viewer. Hein. Mais ça, c'est pour les utilisateurs locaux. Donc, si je crée un utilisateur local ici, je lui définis aucun rôle. Parmi les rôles qui apparaissent là, ben, il aura automatiquement le rôle viewer. Hein. Ah, bon, je mets un truc bidon, c'est juste pour faire ça rapidement. OK. Bon, voilà. Là, j'ai tout. J'ai créé un utilisateur. Il s'appelle A. OK, voilà. J'ai vu, il est viewer. Hein. Bon, il y a pas, viewer, ça lui donne le droit de se connecter, de voir tout, mais il peut rien faire. Il peut rien modifier, il peut rien supprimer, etc. Par contre, les autres rôles, quels sont-ils? User admin lui donne tous les droits. Donc, tous les droits sur le cluster sur lequel il est, il peut tout faire. D'accord? Y compris la gestion des utilisateurs. Cluster admin lui donne tous les droits à l'exception de la gestion des utilisateurs. Donc, user admin est supérieur à cluster admin dans le sens où il peut gérer, en plus de tout, les utilisateurs. Et puis, backup admin, ça lui donne juste le droit d'utiliser ces outils, là, vous savez, qu'on a dans Data Protection. Donc, voilà pour le Prism élément, vous voyez, donc ça ne va pas casser des briques, hein, puisque même si vous utilisez un annuaire extérieur, vous dites authentification, je vais m'authentifier dans un annuaire extérieur, eh ben, c'est les mêmes rôles que vous retrouvez pour l'utilisateur extérieur. Maintenant, sur le Prism central, il est un petit peu plus abouti. Si je viens dans Prism Central Settings, ici, vous allez retrouver en termes d'utilisateur, ici, l'authentification, mais je vois que bien sûr, il y a la base locale, hein, Local User Management. Vous créez un utilisateur, même chose, c'est un utilisateur qui sera dans la base locale avec les droits qu'on voit là. Qu'est-ce que ça fait, ça? User admin, il a tous les droits. Prism Central Admin, il a tous les droits à l'exception de la gestion des utilisateurs. Donc ça correspond un peu à ce qu'on voyait là, mais depuis le Prism Central, bien sûr. Et c'est quand même limité en termes de droits pour les utilisateurs qui sont dans la base locale. Maintenant, ce qui peut être fait depuis le Prism Central, c'est d'ajouter un annuaire extérieur. Et donc, New Directory, donc vous avez vu que je peux ajouter un annuaire Active Directory ou OpenLDAP. Donc, j'ai déjà, bon, la plupart des gens ont des AD, hein. J'ai un AD, je peux authentifier les utilisateurs. Mais c'est identique à ce qui est dans le Prism élément, mais au niveau des rôles, on va beaucoup plus loin parce qu'on peut créer des rôles, customiser des rôles, créer des nouveaux rôles et assigner ces rôles à ces utilisateurs qui viennent de mon Active Directory ou mon OpenLDAP. D'accord. Back. Et le Prism central a aussi la possibilité ici de faire de l'authentification fédérée Active Directory. Donc ici, quand vous allez dessus, il faut importer les métadatas qui viennent de l'Active Directory, enfin du système DSF Microsoft. Il faut aussi exporter vos métadatas vers l'AD Microsoft, etc. Donc, quelle est la différence entre une authentification dans un annuaire extérieur et AD ou OpenLDAP, hein, depuis le Prism central? Et puis, une authentification après fédérée Active Directory. C'est là où on va gérer des jetons, ce qu'on appelle SAML, hein, des jetons SAML. Donc, quand vous activez, vous faites de l'authentification extérieure, les utilisateurs, après, vous pouvez leur donner des rôles un petit peu plus spécifiques. Donc, ça, on va trouver ça ici, la gestion des rôles, là. Je sais plus où c'est, je crois que c'est dans
Administration, rôle. Ici. Vous voyez que j'ai tout un tas de rôles déjà faits dans le système. Des rôles système. Bah, ces rôles système, ok, je peux les attribuer, mais je peux aussi les copier et puis les customiser, hein. Par exemple, prenons consumer. Ok. Bon, je peux dupliquer. Vous ne pouvez pas supprimer les rôles système, hein. Donc, si par exemple un rôle système a trop de droits ou pas assez de droits, ce qu'il faut, c'est le copier. Et puis, donc, si vous faites un rôle customisé, puis après vous le customisez, vous rajoutez, vous modifiez les droits, etc. C'est un petit peu long. Je vais juste attendre qu'il me donne la main. Ouais, c'est vachement long quand même, hein, là. Qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber. Allez, je laisse tomber, c'est trop long. Regardez, les rôles qui sont là. Bien sûr, comme ce sont des rôles système, ok, on ne peut pas les supprimer, d'accord? On ne peut pas non plus les modifier. Donc, vous pouvez juste les créer. Et puis après, les rôles, vous avez vu, il y a Manage Assignment. Si je clique sur Manage Assignment, ça va me permettre ça, de pouvoir donner à un utilisateur ou un groupe issu de mon annuaire extérieur, soit un Active Directory, un OpenLDAP, ou soit mon authentification SAML Windows. Donc, vous choisissez, bien sûr, là, c'est grisé parce que j'ai pas déclaré d'annuaire. Et donc, vous choisissez l'annuaire, le groupe d'utilisateurs ou l'OU, etc. Et vous dites, je vais lui donner, bien sûr, le rôle sur lequel vous êtes, hein, sur tel ou tel objet. Donc, vous voyez que je peux choisir les objets ici. Je peux dire, par exemple, tiens, j'ai fait des VPC sur les VPC, OK, avec une certaine condition, hein, soit tel VPC, etc., telle valeur. Ou je vais donner, non pas sur les VPC, mais sur les VM, par exemple. Sur les VM, des VM qui sont dans tel cluster. Cluster, bon, il y en a qu'un cluster, là, il s'appelle APM, APM Cluster 1. OK, donc là, j'ai choisi mon groupe ici. Je donne à ce groupe, mon groupe ou un utilisateur, en général, on travaille par groupe, hein, sur toutes les VM, dans ce cluster-là, le rôle sur lequel je suis. D'accord. Et bien entendu, j'ai fait comme ça, là, je peux utiliser les rôles système, mais je peux aussi customiser mes propres rôles. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les rôles? Je vais ouvrir, par exemple, celui-là, Super Admin, hein. Vous voyez, c'est le highest admin with full infrastructure en tenant access, etc. Donc, ce rôle-là, en fait, Super Admin, ça correspond à ce qui est donné quand vous créez un utilisateur local. Là, hein, vous dites, ici, vous créez un utilisateur dans la base locale. Et que vous dites, je lui donne user admin. Bien. Bah, c'est la même chose. D'accord? Bon, je reviens dans les rôles. Hop, administration, rôle. Qu'est-ce qu'on trouve dans les rôles? Bah, je vais prendre super admin. Super admin, bon, j'ai cliqué dessus, ça va l'ouvrir. Bon, vous voyez qu'il a un certain nombre de choses.
en action. Bon, bien sûr qu'il n'est pas modifiable, donc j'aurais pas dû faire ça. Je vais laisser un rouge, désactiver consumer et copier celui-là. Bon, ça va tourner un certain temps. Copy of superadmin. Et vous voyez que euh, voilà les droits qui sont donnés dans superadmin à, par exemple, au niveau des APP, au niveau VM recovery point, au niveau des VM. Prenons par exemple les VM. Si j'ouvre ça, vous voyez que je peux dire il n'a pas d'accès au VM, puisque bien sûr c'est ma copie, hein. Il peut voir les VM, il peut faire un certain nombre d'actions. Bon après, il y a un commentaire, hein, il suffit de cliquer dessus, on sait ce que ça fait. Puis après, je peux lui dire peut-être tous les droits sur les VM. D'accord. Ou je peux lui dire cette custom permission. Quand vous cliquez dans cette custom permission, enfin, on ne peut pas cliquer, il faut dire cliquer sur change. Ça vous ouvre cette fenêtre et vous pouvez sélectionner ce qu'il peut faire sur des VM, ou ce qu'il ne peut pas faire. Donc, ça vous permet d'avoir plus de granularité, si vous voulez, au niveau des VM. Bon, vous sauvegardez. Je sauvegarde, j'ai créé un rôle customisé sur lequel je suis parti de superadmin, d'accord, et je l'ai modifié, hein, je peux là, je le vois pas. Voilà, copy of superadmin, hein, d'accord. Et bien sûr, ça, maintenant, comme c'est un rôle complètement customisé, je peux l'updater, le supprimer, etc. Je peux dire aussi Manage Assignment. Bon, Manage Assignment, vous l'avez là, mais quand vous cliquez sur le rôle, ça ouvre le rôle. Et puis, vous avez aussi Manage Assignment ici. Et vous pouvez dire à qui vous allez donner, à quel groupe d'utilisateurs. Bien sûr, il faut avoir un annuaire, hein, pour récupérer. Et puis, sous quelle entité, les VM, les serveurs, etc., hein, d'accord. On peut même travailler par catégorie, en fait, hein, après, hein. OK. Donc, on est capable de faire tout ça, hein. Donc, on peut créer des utilisateurs dans la base locale. Pas de souci. Là, on est sur un Prism central, mais c'est la même chose sur le Prism élément, hein. Il n'y a pas de. Euh, j'ai cliqué par erreur sur l'arrêt du partage, hein. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on vous montre? Oui, la création d'un utilisateur, hein. Il n'y a rien de spécial, hein, avec les droits, hein. Je vous ai montré ça. Et puis, la configuration d'un Active Directory. Demander et le LDAP, machin, pour l'Active Directory, le type de recherche, le login et le mot de passe de l'Active Directory pour pouvoir interroger l'Active Directory, hein. Puis après, une gestion des rôles qui va se faire localement. Donc, les rôles, ça, c'est que dans Prism central qu'on a, hein. Si vous n'avez pas de Prism central, vous n'avez que du Prism élément, c'est limité au rôle qu'on a vu, machin, là, hein, les viewers, etc., les quatre rôles, là. Donc, il faut vraiment avoir un Python central pour avoir accès à ça, hein. Et puis là, ici, on vous montre un rôle, hein, avec ce qu'il peut faire dans le rôle. D'accord. Ok. Bon, bien sûr, on donne des droits dans le rôle, on assigne ce rôle à des groupes d'utilisateurs, mais pas que, à des groupes d'utilisateurs. Après, sur des objets du système, je peux dire, que sur les serveurs, que sur les VM, ou sur toutes les entités, etc. Donc, c'est assez fin comme gestion des rôles là. Donc, on peut créer son propre rôle, un rôle customisé. Ici, on vous montre un peu un rôle avec sur les différentes parties du système, ce qu'on autorise, hein, full access, no access, ou on personnalise. C'est ça, hein, no access, full access ou basic access, etc. Et
Et puis, on peut personnaliser en faisant change. Donc ici, on a cliqué sur le change pour voir un peu à quoi ça correspondait, hein. Maintenant, il peut utiliser un serveur SAML. Bon, l'intérêt d'un serveur SAML, c'est que ça permet de rajouter, puisque par défaut, si vous dites vous avez un AD, ok, vous l'attaquez en, comment il s'appelle, en Kerberos, zut, en LDAP ou LDAPS, là, d'accord, vous gérez que l'authentification, d'accord, puisque l'AD vous sert juste à authentifier les utilisateurs. Ok. Et puis, vous, les rôles, ils sont gérés au niveau du Prism central. D'accord. Et c'est des rôles sur le système, les objets du système. Mais avec un IDM, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, on peut authentifier, mais on peut lui confier aussi de l'autorisation. D'accord? Donc, il va me fournir un jeton SAML quand il sera authentifié. Et dans cette autorisation, par exemple, on peut très bien, par groupe d'AD, hein, au niveau, ça c'est au niveau du serveur SAML, hein, donc le DSF, on peut autoriser certaines heures. Par exemple, tous les employés, je peux les autoriser à se connecter que les jours de semaine, 12 heures de bureau. Bon, ça, on ne peut pas le faire avec juste l'AD qui vous authentifie, quoi, parce que dans les rôles Nutanix, il n'y a pas ça. Donc, avec euh, l'Identity Access Management, hein, l'IAM, là, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Bien sûr, il y aura les rôles Nutanix, mais il y aura des rôles aussi sur l'Identity Access Management dans le serveur, et puis dire telle heure, tel groupe, etc. Bon, c'est pareil, si vous voulez faire ça, bah, il faut aller ajouter votre serveur, c'est au même endroit, hein, simplement. C'est au même endroit ici, hein, c'est complètement dans Prism Central Settings, Authentication, sauf que là, je vais dans Identity Provider, hein, et c'est là qu'on configure toute la partie. Donc, il faut récupérer vos métadatas, donc celui du Prism central, et quand vous allez vous importer les métadatas récupérés au niveau du système DSF Microsoft, etc. Donc, il y a un échange de métadatas, il y a des informations à mettre, etc. Donc, forcément, il faut contacter l'administrateur de l'AD, hein. Donc, on remplit ça et à ce moment-là, on peut, au niveau de l'IDM, là, enfin, l'IAM, plus exactement, chez VMware, ça s'appelle l'IDM, hein. Eh ben, on pourra gérer plus que de l'authentification au niveau du serveur d'authentification. Maintenant, les certificats. Par défaut, vous avez vu, c'est une connexion SSL là, entre vous et euh, enfin quand je dis vous, entre le navigateur quand il se connecte sur le Prism élément ou sur le Prism central, c'est une connexion SSL TLS. Donc il dit connexion SSL TLS dit certificat X509. Bon, je le fais avec le Prism central, mais c'est identique avec le Prism élément, hein. Donc vous êtes ici Chrome, tac. Comme c'est du SSL TLS, bah lui, il vous renvoie un certificat, n'importe quel certificat. Mais normalement, le problème, c'est que le certificat qu'il vous renvoie, il est auto-signé, hein. Et c'est ça qui blesse, en fait. Il vous envoie un certificat auto-signé et le navigateur, il vérifie la validité du certificat, il n'est pas bon parce que les certificats, ça fonctionne comme ça. Normalement, il y a une autorité de certification. Cette autorité de certification, elle a un certificat racine. Et si je lui fais confiance, je récupère son certificat et je récupère son certificat. Et lui, il fait une demande de signature de certificat. Et l'autorité de certification lui délivre un certificat, mais pas auto-signé. Signé par l'autorité de certification.
Donc ça, dans le common name, là, ce sera mon Prism central et signé par le CA. Et comme ça, si c'est le cas, bah, le CA, quand le Prism central, quand il vous renvoie son certificat, lui, comme il a le certificat racine de l'autorité de certification, il a la clé publique de l'autorité de certification. Il peut vérifier la validité du certificat X509 qu'il a reçu. Mais comme il ne peut pas le faire, le certificat il est, comment dire, il est auto-signé, bah, ça ne marche pas, hein. Donc, il faut changer ça. Donc, forcément, en fait, quand vous voulez changer les certificats, il vous faut au minimum 3 fichiers. Il vous faut le fichier qui contient le certificat racine de l'autorité de certification. Il vous faut le fichier qui contient votre certificat, en fait. Et donc, dans votre certificat qui a été signé par l'autorité de certification, il y a votre clé publique. Et puis, il vous faut un fichier qui contient la clé privée, parce que quand vous faites des certificats comme ça, avant de faire la demande de signature de certificat, il faut générer une paire de clés publiques privées, RSA par exemple, RSA 2048. Donc, vous avez cette paire de clés publiques privées, hein. Bon, les algorithmes RSA, enfin, à base de clés publiques, clés privées, tout ce qui est chiffré par la clé privée ne peut être déchiffré que par la clé publique associée. Et tout ce qui est chiffré par la clé publique ne peut être déchiffré que par la clé privée associée. En fait, donc ces clés fonctionnent par paire et on ne peut pas déduire une clé d'une clé. Donc en fait, dans votre certificat, qui a été signé par l'autorité de certification, ben, il y a votre clé publique. Et la clé privée qui est associée, elle est dans un fichier. Okay, donc vous avez un fichier qui contient votre clé privée, un fichier qui est votre certificat, et puis le troisième fichier qui est le, le certificat de l'autorité de certification. Donc, avec le Prism central ou le Prism élément, il n'y a pas de gestion on ne peut pas générer des clés publiques, clés privées, générer des CSR, etc., hein. Il faut faire tout ça soit avec un Windows machin, là, une autorité de certification Windows, ou alors avec un Open SSL. Mais si vous voulez changer, parce que par défaut ici, ouais, c'est pour ça que j'ai l'erreur de certificat ici. Si je veux changer sur le Prism central, dans Prism Central Settings, ici dans Security, on cherche Security Backup, vous avez bien regardé les prérequis. Vous voyez que ça, c'est le certificat qui s'est livré, on va donné dire, lui-même, hein, cette par une équipe replace. qui nous livre Bien ça, sûr, je là, peux et puis remplacer après le on fait avec. Moi, certificat qui s'est j'ai découvert donné ce client il y a lui-même, 2 ans, qui le et régénérait. C'est qui le client? Et si vous voulez vraiment le remplacer par un, c'est Import Key and Certificate, next. Et vous dites quelle est la longueur de la clé, RSA, le fichier qui contient la clé privée, le fichier qui contient la clé publique et le fichier qui contient le certificat de l'autorité de certification ou la chaîne, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. D'accord? Et vous faites import et ça change les certificats. Même chose sur le Prism élément. Regardez si je vais sur le Prism élément. C'est le même constat, hein, settings. Bon, déjà, je vois que on est en mode secure, parce que machin. Donc, dans Security, c'est Security, Security ici, SSL Certificate. Même chose, auto-signé, replace, n'importe quel certificate. Et c'est les mêmes options, hein, maintenant. Bien sûr, il ne faut pas vous donner le même certificat à votre Prism élément qu'à votre Prism central, hein, parce qu'un certificat permet d'authentifier un élément. Donc, ça doit être unique pour l'élément, hein, d'accord. Quoi d'autre? Escape. Bon, on vous montre c'est le certificat, replace certificate, etc. Bon, dans les best practices au niveau de l'authentification, là, on se dit, bon, les comptes qui sont dans la base locale, c'est plutôt des comptes d'emergency, hein. Admin, Nutanix, Yaroot aussi, hein. Comptes d'emergency, hein, mais plutôt utiliser des annuaires extérieurs.
Et puis, utilisez bien sûr les comptes sur la base locale si vous avez un problème. Les comptes qui sont à base locale, par défaut, c'est Nutanix slash for you le mot de passe. Donc ça, tout le monde sait que c'est Nutanix slash for you, hein. Donc, faut surtout pas garder ça, faut les changer, hein. Bon, après, vous avez vu qu'avec le Security Configuration Management Automation, hein, on peut activer le fait de pouvoir avoir une gestion des mots de passe plus forte. Si vous l'activez, ça va vous obliger à avoir un mot de passe. Celui-ci, c'est combien de caractères? 6, 8. Enfin, ça va vous obliger à avoir des mots de passe beaucoup plus costauds que ce qui est par défaut. Maintenant, la gestion des mots de passe, si vous utilisez un annuaire extérieur, elle est faite sur l'annuaire extérieur, hein, elle n'est pas faite au niveau de Nutanix. Vous avez un AD, le mot de passe de l'utilisateur de l'AD, il est géré dans l'AD, hein. Bon, après, on a des GPO dans l'AD pour gérer les mots de passe, etc., hein. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Bien entendu, il faut contrôler l'accès à votre cluster, hein, aussi bien en ligne de commande qu'en mode graphique, ne pas donner des droits, trop de droits aux utilisateurs. Bon, par défaut, quand on est connecté, il y a déjà un timeout de déconnexion, hein. Ok. Bon, avant, on pouvait désactiver ce timeout. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que même si vous mettez une limited, vous êtes déconnecté. Vous êtes déconnecté, hein. Et puis, bien sûr, il faut forcer pour que les mots de passe soient changés régulièrement. Maintenant, le cluster lockdown, c'est quoi? J'ai vu que ici, hein, c'est vrai ça pour le Prism élément, et c'est vrai aussi pour le Prism central, hein. Quand vous allez dans Settings, Security toujours, et Cluster Lockdown. Cluster is not locked down. Ça veut dire quoi? Votre cluster il est géré par des CVM. Donc, il y en a des CVM qui gèrent toute la partie stockage, etc. L'accès à ces CVM en SSH, je parle de SSH, hein, c'est-à-dire soit par PuTTY ou en SSH en ligne de commande, eh ben, il peut se faire par login et mot de passe. Par défaut, c'est ça. C'est-à-dire que ici, c'est cliquer Enable Remote Login Password dans la partie Lockdown. Mais c'est pour l'accès SSH. Ça veut dire qu'actuellement, j'autorise l'accès par login et mot de passe. Donc, vous avez vu, j'ai pu me loguer à mon cluster ici avec un MQTT sans problème. Simplement, j'ai déjà une entrée ici, j'ai mis le login Nutanix avec le mot de passe et ça me log automatiquement. Mais regardez, si moi je désactive, je vais désactiver l'autorisation d'accès par login et mot de passe, ok? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne veux pas que un utilisateur puisse accéder à la console de mes CVM en SSH. Voilà. Donc, si j'essaye de me loguer, ok, on me dit que la méthode d'authentification n'est pas supportée, tout simplement parce que moi, j'essaie de me loguer login mot de passe et le système n'accepte pas. Donc, je pourrais faire en sorte que le système accepte non pas un login mot de passe pour non pas par login et mot de passe, mais je pourrais lui dire, je vais t'installer une clé. Donc, en fait, vous pouvez vous générer une paire de clés RSA. Et avec cette clé RSA, en fait, quand vous générez une paire de clés, c'est une paire de clés publiques, privées, RSA. Par exemple, pour PuTTY, vous pouvez utiliser PuTTyGen pour générer une paire de clés RSA. Et au programme file, là, il va y avoir un PuTTY là-dessus. Ouais. Attendez, je sais plus où est le PuTTY, je vais chercher. Petit location, programme file, petit point exe. Ok. Normalement, quand vous installez petit, par exemple,
là, programme file, petit, 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 petit. Ben, c'est marrant, je vois pas petit. Voilà. Je sais pas, on voit pas où... On voit que le PPT. Comment? On peut pas t'aider, on voit que le PPT. Ah oui, c'était programme file 86. Petit, il est là. Bon, vous voyez, par exemple, avec petit, bon, ça, c'est le petit qui est exécuté quand on l'exécute. Mais il y a un petit gène, là. Ça permet de générer sur une paire de clés publiques, clés privées. Donc, vous faites generate, vous déplacez la souris, ça vous génère une paire de clés. Laquelle? Ici, j'étais classé SSH2 RSA d'une longueur de 2048. Ça va me générer une paire de clés publiques, clés privées. Bah, une fois que vous avez généré une paire de clés publiques, clés privées, vous pouvez mettre de côté la clé publique et la clé privée, mais la clé publique, vous pouvez l'installer sur votre cluster Nutanix. Donc là, il m'a généré la paire de clés publiques, clés privées. Ici, On voit pas, je veux mettre hein, un... Steve. Ah oui, pardon, excusez-moi, le portage a sauté, c'est ça que tu as dit? Non, on voit que le PPT, le PowerPoint. Ah, C'est attendez, pour je vais ça. arrêter le Yes. partage. Partage de l'écran, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai pas partagé l'écran la deuxième fois, j'ai partagé que... Là. euh, je reviens. Voilà, super. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai été chercher dans le dossier qui est là, qui se trouve dans C2. Programme file 86 petit, Hmm. et le petit que j'utilise, petit.exe. Mais dans ce dossier, quand vous installez petit, il y a petit gène. Quand vous lancez le petit gène, ça permet de générer ici, je vais recommencer. Vous lancez le petit gène. Donc, vous n'avez pas vu ce que j'ai montré avant, là, Non. l'endroit où... Ouais, voilà. Quand vous êtes ici, là, euh, back, par défaut, vous êtes comme ça. Ouais. C'est-à-dire que vous autorisez l'accès à votre cluster. C'est la même option sur le Prism élément que sur le Prism central. C'est identique, hein. D'accord? Quand vous êtes sur votre cluster, vous autorisez l'accès par login et mot de passe. Hmm. D'accord? Et donc, celui qui a un PuTTY ou un MPuTTY, il vient, il se connecte. S'il a le bon login, le bon mot de passe, il se connecte et ça marche. Par contre, si vous dites, moi, je veux sécuriser l'accès à mes CVM, ok, les CVM et au Prism central, parce que c'est la même option sur le Prism central, hein. Donc, je veux que quand on fait du SSH, que ce soit avec PuTTY ou en ligne de commande, hein, je veux que l'utilisateur ne tape pas un login et un mot de passe, mais qu'il s'authentifie avec une clé publique et une clé privée. Donc là, il faut forcément générer une paire de clés publiques, clés privées. Donc, soit vous pouvez faire ça à la main, si vous avez OpenSSL, mais avec PuTTY, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un PuTTY-gène. Donc, si vous lancez le PuTTY-gène et vous lui dites de vous générer une paire de clés, il suffit de déplacer la souris et il va vous générer une clé. Quel type de clé? Je vois qu'ici, c'est marqué SSH RSA de une longueur de 2048. Donc là, il est en train de me générer une clé de 2048 bits. Enfin, c'est pas une clé, c'est une paire de clés, hein, parce qu'il y aura la clé publique et la clé privée. Donc la clé a été générée. Cette clé, une fois qu'elle est générée, ici, vous avez la clé publique. Et puis, vous avez aussi la clé privée. Vous pouvez dire sauvegarde-moi la clé privée. Sauvegardez votre clé privée quelque part. Donc, par exemple, sur le bureau, je vais l'appeler prive. Et puis, vous pouvez sauvegarder la clé publique sur le bureau, je vais l'appeler pub. Mais ce qu'il faudra, c'est, bien entendu, si vous activez, puisqu'ici, si vous activez ça, regardez, pour l'instant,
je pouvais me loguer. Maintenant, je désactive le login, l'accès SSH par login et mot de passe. Si j'essaie de me reconnecter ici, hein, ça ne va pas marcher. Hein. Je vais me reconnecter. Il me dit que la méthode d'authentification n'est pas supportée. Non supported authentication méthode. Pourquoi? Parce que je dis, je n'accepte qu'une authentification par clé publique, clé privée. Donc forcément, il n'y en a pas. Forcément, si vous dites ça et que vous n'avez pas installé de clé publique, personne ne peut se loguer. Ouais, c'est ça, je parle, hein, parce que, attention, la console des CVM fonctionnera toujours, parce que ce n'est pas du SSH. Si je vais dans VM ici, j'affiche les CVM, ben, je pourrai toujours accéder à mes CVM. C'est nul, ce truc. Donc ici, si vous incluez les CVM, ben, vous pouvez toujours faire un launch console de la CVM et vous loguer. Hein. C'est pas du SSH, ça. Mais ça veut dire que vous avez quand même été authentifié par, au niveau du Prism central, au niveau du Prism élément, ici. Donc, vous allez voir que le login local va fonctionner. Nutanix, Nutanix et Nutanix slash for you. Attention, le clavier QWERTY. Hein. Ici, vous voyez, ça a marché. Who am I? Oubliez que le clavier QWERTY. Donc, c'est pas pour désactiver ces consoles, hein. C'est vraiment pour dire on ne peut s'authentifier si vous faites ce qu'on appelle un full lockdown, vous désactivez complètement l'accès SSH. Et pour ça, vous désactivez ça et vous ne mettez pas de clé. Et puis, si vous voulez autoriser quand même ceux qui ont des clés, il faut rentrer leurs clés. Donc, quand celui qui a une clé, il suffit qu'il rentre sa clé publique. La clé publique, elle est là. Hein. Vous voyez, public. Et je l'ai sauvegardé dans un fichier. J'ai la clé privée, mais là, j'ai la clé publique. Hein. Donc, sauvegarder la clé publique. Enfin, vous la copiez. Et puis ici, vous la rentrez ici, add new key. Ici. Et puis vous rentrez la clé publique. Bon, normalement, si c'est bon. OK, donc la clé publique. Par contre, après, bien sûr sur le client petit, il faudra rentrer la clé privée qui a été créée avec ce petit-là. Donc, dans votre client petit, d'accord? Attention, il faut que c'est lié à des versions, ça. Donc, il faut vraiment prendre le petit avec la même version du petit gène. Hein. Donc, je vais voir ce petit-là. Je vais me connecter sur le cluster. C'est 10, hein, le cluster, je crois, comme adresse. Bon, bien sûr, si j'essaie de me connecter ici sur le cluster, je n'ai pas encore mis la clé Nutanix. Ici, il me dit l'authentification méthode n'est pas supportée. OK, donc on va dire new session. Ici, je remets 10. Par contre, il faudra aller rentrer la clé 1, donc c'est SSH. Ici, Authentication. Et puis dans SSH Authentication, ici on a Private Key for Authentication. Desktop. Je récupère la clé privée. Open. Tanix. Tanix. Bon, on m'a authentifié, mais regardez, Authentication with Public Key, donc il m'a authentifié avec la clé privée. Donc là,
je n'ai autorisé que cette personne qui a cette clé privée à pouvoir faire du SSH sur mes CVM. Bien Mm. sûr, je peux mettre plusieurs clés, hein. Si je veux une deuxième personne, troisième personne. S'il n'y a aucune clé, bah, plus personne ne peut se connecter puisque comme j'ai désactivé par login et mot de passe, c'est bon. Et puis si je veux autoriser le login et mot de passe, je laisse ça caché, hein. Pas de souci, ça c'est ce qu'on appelle le Lockdown. cluster Mm. lockdown. Ça fonctionne, je vous dis, sur le Prism central, Prism élément, hein, pas de Mm. souci. Maintenant, le credential ground, c'est quoi? Dans Nutanix, c'est pas spécialement au niveau ça n'a rien à voir avec le Prism central, hein. Quand vous créez une VM, notamment les VM Windows, là, si vous activez, vous savez, le BIOS UEFI, hein, il y a deux types de BIOS, hein, il y a ce qu'on appelle le Legacy BIOS au niveau des VM. On appelle le MBR, hein, Master Boot Record. Chez les BIOS, on a toujours connu, hein. Puis maintenant, il y a des BIOS qu'on appelle UEFI, hein. Ces BIOS UEFI supportent ce qu'on appelle un Secure Boot. Et si vous activez le Secure Boot avec le Windows Defender Credential Guard, ça permet, quand l'utilisateur, attention, c'est compatible à partir de Windows 2016 ou un Mm. truc comme ça, hein. Tout à fait, ouais. C'est pas toutes les versions de Windows, hein. Mais l'intérêt, c'est que l'authentification de l'utilisateur va se faire dans un environnement privé. C'est-à-dire que le système va créer une pseudo-machine virtuelle dans laquelle l'utilisateur va taper son login et son mot de passe. Et si c'est validé, son login et son mot de passe va être transféré vers le vrai système. Donc, il y aura une couche de virtualisation qui va permettre d'isoler toutes les informations d'authentification de l'utilisateur de façon à les sécuriser. Bon, bien entendu, si vous avez des machines Windows compatibles, vous avez l'AOS compatible, on vous donne, là, bon, il y a ce slide là, toutes les versions de Windows compatibles, etc., hein. Bah, c'est bien d'activer sur vos VM, hein, Windows, Mm. hein. Maintenant, le durcissement, qu'est-ce qu'on vous dit, de mon AHV et ma CVM, bon, ok, avec en ligne de commande, hein, bon, activer LEDs. Bon, je vous ai fait une démonstration de LEDs là, hein, Advanced Intrusion Detection Environment. Utiliser les mots de passe, enfin, activer le High Strength Password de façon à avoir des mots de passe plus durs, enfin plus solides. Le core dump, les banners. Ici, TCP wrapper, je ne sais pas si certains d'entre vous faites de Unix ou de Linux. Donc ça permet, il y a un démon qui s'appelle le TCP/D, hein, sur les machines Unix. Et ce démon-là, il peut surveiller l'accès à certains services dans un fichier qu'on appelle host.elo. Il y a deux fichiers, host.elo, host.deny. Et quand vous voulez autoriser certaines machines à accéder à certains services, bah, vous pouvez les mettre dans le host.allo, host.deny. C'est un espèce de firewall personnel des machines Linux, mais qui date depuis 30 ans, hein, en fait, hein. Mais ça s'appelle le TCP Wrapper. Donc, on peut utiliser ça dans les machines virtuelles Linux qu'on installe, hein, mais aussi au niveau de l'hyperviseur. Et puis, ce qu'on vous dit, c'est que Nutanix est certifié Common Critic Era, hein. Common Critic Era, c'est quoi? C'est en fait un niveau de certification là, qu'ont les clusters Nutanix. J'ai mis ça ici, un Common Critic Era. Bon, c'est un organisme mondialement reconnu, d'accord, qui va valider que les produits de certains constructeurs, etc., respectent les trucs de sécurité. Donc, Nutanix fait partie des produits, par exemple, notamment pour son AOS, hein, un produit certifié. Donc, il y a un niveau, hein, on valide que ce produit-là a un certain niveau de sécurité qui permettent d'être utilisé, hein, tout simplement.
On est sur le slide 26. Ouais. Est-ce qu'on fait la pause? Non, on va essayer d'avancer. Ça vous gêne si on va un petit peu plus loin si on va à 30, c'est bon ou pas? Non, non, pas de souci. Non? Pour tout le monde, c'est bon? Ok, on continue. Bon, Flow Network Security, c'est quoi? Ce sont des firewalls. D'accord? Bon, on a vu, hier, on a déployé Flow pour la gestion, l'isolation, notamment quand on fait du cloud, de tenants, etc. Il y a une petite notion de firewall sur le routeur qui est entre les différents segments overlay dans un VPC. D'accord? Et là, on va aller plus loin. On va utiliser Flow pour sécuriser le trafic, d'accord, entre mes différentes machines virtuelles. Bien sûr, mes machines virtuelles appartiennent à différents départements. Peut-être qu'entre les départements, je veux bloquer. J'ai un département SAV, recherche développement, j'ai un département assurance qualité. Ben, je ne veux pas qu'ils dialoguent entre eux. Et au sein du département assurance qualité, je veux que certaines machines puissent communiquer avec certaines machines, mais que sur certains ports, pour certains ports, certains protocoles. Et puis, le trafic de mes machines vers l'extérieur ou de l'extérieur vers mes machines, je veux les contrôler. Et puis, quand j'ai un doute sur une machine, je sais qu'une machine est infectée, il y a un verre dessus, etc. Bah, je veux pouvoir rapidement bloquer le trafic qui arrive ou qui part de ces machines. Bon, on a toute la partie flow. Bon, la partie flow est en deux parties. Il y a la partie network virtualisation que vous avez fait, hein, c'est les VPC, VPN, le NAT, etc., ce qu'on a vu. Et puis, il y a une partie micro-segmentation. Micro-segmentation va permettre de gérer le trafic entre les machines, hein. Donc, flow micro-segmentation, par exemple, d'isoler les départements entre eux. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça permet, hein, bon, non, pardon, on présente un produit là, qui s'appelle Flow Security Central. C'est un produit supplémentaire qui fonctionne en mode software as a service chez Nutanix. Ça veut dire quoi, software as a service? C'est un abonnement cloud que vous prenez chez Nutanix. Et quand vous prenez ça, ça permet de scanner vos systèmes pour voir, par exemple, imaginez, vous avez plusieurs clusters, hein. Donc vous avez plusieurs clusters, vous avez plusieurs points centrales sur différents sites, donc vous avez plusieurs clouds. Avec ça, ça va vous permettre d'analyser, donc d'avoir une visibilité, notamment de qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cluster. Il va vous permettre de détecter si vous avez des vulnérabilités, hein. Donc ça, c'est un produit, c'est pas un produit qui est dans Prism Central, il est dans Prism Element, hein. C'est un produit cloud et qui va venir, bien entendu, se connecter à vos clusters et scanner et puis vous générer automatiquement un système d'audit, là, générer des documents qui vous permettent de voir si vous êtes conforme à un certain niveau de sécurité, hein. Donc, il est capable de récupérer des informations, de faire tourner des audits, de vérifier si vous êtes compatible, etc., de vous remonter si vous avez des vulnérabilités et puis quelles sont les solutions qu'il faut pour régler ces vulnérabilités. Bon, en fait, quand vous prenez cet abonnement-là, enfin, vous utilisez ce produit, vous avez un accès dans le cloud chez Nutanix. Et puis après, vous avez une gestion, c'est-à-dire que par défaut, vous êtes user admin, mais vous pouvez créer des utilisateurs et leur donner des droits un peu différenciés. Par exemple, l'utilisateur admin pourra tout faire, alors que l'utilisateur user pourra juste accéder pour vérifier la conformité, etc. Ça, c'est un produit cloud, hein. C'est pas dans Nutanix. Par contre, toute la partie flow, on va la voir, c'est juste le module d'après, hein. Maintenant, la partie data encryption. Ok. On sait chiffrer les données chez Nutanix. Donc, il y a deux choses. Vous savez, on sait chiffrer
Bon, il y a deux types de chiffrement. Vous savez, on peut chiffrer des données au repos, ce qu'on appelle le data at rest encryption, hein. Bon, le chiffrement des données au repos, c'est sur des disques. D'accord. Donc, vous avez un disque. Bon, vous dites, il y a des choses sensibles sur le disque. Je vais stocker les informations carte bancaire de mes patients ou de mes clients, pardon, ou je vais stocker les informations de santé de mes patients. D'accord. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, hein. Et bien ça, vous n'avez pas envie que si quelqu'un, il y a une intrusion dans votre entreprise ou dans votre data center, quelqu'un part avec des disques, etc., il puisse exploiter les disques pour avoir des informations carte bancaire, informations sur les patients. Donc pour ça, on peut chiffrer les données. Donc, comme je dis, il y a deux types de chiffrement. Vous avez ce qu'on appelle les chiffrements de données, qu'on appelle le DARE, hein, Data at Rest Encryption. Donc, c'est chiffrement des données au repos. En fait, les chiffrements des données au repos, c'est fait sur des disques qu'on appelle des disques SED, Self Encryption Disk. C'est-à-dire, c'est des disques sur lesquels tout ce qu'on écrit est chiffré. Et puis, bien sûr, quand on lit quelque chose de chiffré, il faut être capable de le déchiffrer. Les disques 7 vendus par Nutanix sont conformes à un niveau de sécurité qu'on appelle FIPS 140-2, hein. FIPS 140-2, en fait, ça dit que les algorithmes qui sont utilisés sont sécures, quoi. Vous savez que quand vous chiffrez, il y a plusieurs choses. Il y a les algorithmes de chiffrement symétrique, et les algorithmes à base de clés publiques, clés privées. Okay, il y a les algorithmes de hash. Okay, bah dans tous ces algorithmes-là, il y en a qui sont pas bons, quoi. L'algorithme symétrique, par exemple, vous avez DES, vous avez AES, vous avez triple DES. Bah, parmi ceux-là, DES, il a déjà été cassé, par exemple. DES, c'est des clés 56 bits, hein, ils ont été cassés. Bah, quelque chose qui, un disque qui serait chiffré qu'en DES, bah, il ne serait pas compatible FIPS. Donc, triple DES, c'est 168 bits. Ça n'a pas été cassé, hein. Bien que DES ait été cassé, là c'est 168 bits. Ça n'a pas été cassé, mais en fait, triple DES, vous chiffrez avec une clé DES, vous déchiffrez avec une autre clé, vous rechiffrez avec une troisième clé. Le problème, c'est que c'est hyper complexe. Donc, comme c'est complexe, c'est difficile à implémenter. Donc, tiens, celle-ci. On va plutôt faire de l'AES. L'AES, dans les algorithmes de chiffrement symétrique, hein, l'AES, 128 bits, 192 ou 256. Ça, c'est la longueur des clés, hein. Bon, les algorithmes de chiffrement symétrique, c'est la même clé pour chiffrer et c'est la même clé pour déchiffrer. Les algorithmes publics et privés, bah, on a vu, hein, c'est une clé, les clés fonctionnent par paire. Les clés sont liées entre elles, mais elles fonctionnent par paire. Et celle qui permet de chiffrer, si on chiffre avec une, il faut l'autre pour déchiffrer et vice-versa. Et puis les algorithmes de hash, ben, c'est MD5, SHA, SHA-255, etc. Par exemple, l'algorithme de hash MD5, bon, on a déjà trouvé des collisions dans le MD5, donc je suis pas super sûr. Le SHA-256, c'est mieux. SHA-512, c'est mieux, etc. Donc, ces disques vendus par Nutanix sont certifiés FIPS 140. Maintenant, comment ça marche? Ça marche comme ça. Les CVM, bien sûr, ce sont les CVM qui gèrent les disques. On avait vu ça, hein. Les disques de capacité sont gérés par les CVM. Il y a une carte contrôleur qui est sous le contrôle de la CVM, et puis il y a le disque. Et donc, tout ce qui va être écrit, c'est le sous-système disque, hein, qui est SED. C'est pas que le disque, c'est toute la carte contrôleur. Donc, en fait, les données qui arrivent doivent être chiffrées. Donc, il y a ce qu'on appelle une DEC, une Data Encryption Key. Data Encryption Key, c'est une clé AES, hein, tout simplement de 256 bits.
Et c'est ça qui va être utilisé, bien sûr, avant que les données soient écrites, ils vont passer dans l'algorithme AES, mais chiffré avec la clé Data Encryption Key. Donc, ces données passant dans l'algorithme AES avec la clé, bah, ça me donne des données chiffrées. Donc, les données sont chiffrées sur le disque. Et puis, quand on lit chiffré et on déchiffre avec la même clé, puisque c'est un algorithme symétrique. Hein, c'est la même clé pour chiffrer et déchiffrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette clé DEC, d'accord, elle est rechiffrée. Par défaut, normalement, elle doit être stockée sur le disque. D'accord. Ouais. Mais l'idée, c'est que si quelqu'un vous pique le disque, quelqu'un part avec le disque, eh ben, comme il n'a pas la clé DEC, ben, il ne peut pas exploiter le disque. Donc, si les informations bancaires, les informations de santé, etc., sont inexploitables. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est que la DEC, elle est chiffrée. Elle est chiffrée par une autre clé qu'on appelle une Key Encryption Key, une KEK de 256, aussi longueur que ça. Et elle sert à chiffrer la DEC. Et la DEC chiffrée, bien sûr avec l'algorithme AES, hein, est mis sur le disque. Alors, donc, chaque disque a ses données chiffrées avec la DEC chiffrée avec la cake. Par contre, le souci, c'est comment sauvegarder la cake. D'accord. Donc, la cake peut être sauvegardée dans un KMS, qu'on appelle un Key Management Server. Hein. Donc, en général, on va en avoir plusieurs, Key Management Server, qui vont fonctionner en cluster ou pas, hein, qui sont surtout pas des VM qui tournent en tant que VM dans le cluster, parce que sinon ça part en sucette. Et cette cake peut être sauvegardée là. Bien sûr, il faudra créer ce qu'on appelle une relation de confiance entre les CVM et les KMS. Donc, on a ce qu'on appelle une trust ici, relationship, basée sur un algorithme qui s'appelle KMIP, hein, KMIP version 1 ou version supérieure. Et donc, ça permet que, si par exemple j'éteins ma CVM redémarre, elle rétablit la relation de confiance qu'elle avait avec le KMS. Le KMS qui stocke sa cake lui donne sa cake. Elle récupère sa cake. Avec sa cake, elle peut décrypter tous les decks des disques et elle peut utiliser les disques. Maintenant, quand vous achetez votre matériel Nutanix, vous pouvez acheter des disques SED. Quand on a du matériel avec des disques SED, je cherche du matériel que j'ai marqué SED. Bien sûr, ce n'est pas toutes les configurations. Par exemple, celle-là, il y en a. Prenons celle-là. OK. Vous voyez que les disques ici, fonctionner sur chaque serveur, j'ai un bout de disque, hein, et j'ai les disques de capacité. Donc là, je peux acheter du SSD SED, que du SSD sans SED. Bon, mais ici, je peux prendre du SED. Si vous décidez de prendre du SED, vous avez un chiffrement hardware, c'est-à-dire c'est directement les disques qui sont chiffrés. Dans les premières versions d'implémentation de ça par Nutanix, on pouvait faire que du SED. C'est-à-dire, si vous vouliez faire du DER, hein, du Data Trace Encryption, il fallait faire du SED. Il fallait avoir 100% du sonner au niveau des storage. Là, on a le storage pool qui comprend tous les disques. Donc, des 100% des disques en SED. Hein. Bon, ça fonctionne toujours. On pouvait faire du SED physique. Mais maintenant, si vous prenez des disques SSD, on pourra quand même chiffrer les données. Mais ce ne sera pas un chiffrement physique, puisque ce n'est pas directement les disques qui vont chiffrer. L'algorithme de chiffrement sera implémenté par les CVM et pas par la carte contrôleur, etc., mais par les CVM. Ça restera de l'AES, hein, mais c'est quand même performant. Pourquoi? Parce que les processeurs Intel implémentent des jeux d'instructions qu'on appelle AES-NI.
Et donc, comme les processeurs, ça veut dire qu'il y a l'AES implémenté directement en jeu d'instruction dans les processeurs, donc je n'ai pas à écrire un programme pour refaire du chiffrement. Ça veut dire que le chiffrement soit très rapide. Donc, c'est presque équivalent à du chiffrement physique. Et ça protège quasiment de la même manière. Donc, avec le chiffrement, les données, donc vous avez les données qui vont être chiffrées avec une DEC. La DEC permet de chiffrer une key encryption key, hein, check, et elle est peut-être sauvegardée sur un KMS extérieur. Hein. Bon, ça vous oblige à acheter un KMS, d'accord? Et puis ça vous oblige aussi à avoir des disques SED, d'accord? Ce qui est possible, c'est, ça c'était la première version de ça, après on a amélioré, c'est-à-dire que les données sont chiffrées avec une DEC. Attention, les données sont chiffrées avec une DEC et une fois qu'ils sont chiffrés, ils sont mis sur le disque. Hein. C'est pas les données qui sont rechiffrées avec la cake, hein. C'est la DEC qui est chiffrée avec la cake. Hein. Pas les données. Hein. Les données chiffrées, hein, je pas sur le disque. La DEC est chiffrée avec la cake. Et ce qu'on a rajouté, c'est que pour que ce soit un peu moins lourd pour les clients, avec Nutanix, c'est que il y a une gestion, il est possible d'avoir ce qu'on appelle un local KMS. D'accord? Donc, c'est un KMS, c'est pas un vrai KMS, ce seront les CVM okay, qui vont conserver une clé, qui se partageront. Cette clé, on appelle la Master Encryption Key. Et donc, la cake peut être chiffrée avec la cake de chaque CVM hein, va être chiffrée avec la Master Encryption Key. Et cette Master Encryption Key, bien sûr, peut être sauvegardée sur un KMS extérieur ou tout simplement, on utilise ce qu'on appelle le local KMS, c'est-à-dire on n'a pas besoin de KMS extérieur. Si ma CVM est arrêtée, quand elle va redémarrer, elle va rentrer dans le cluster, elle va recréer sa relation de confiance avec les autres euh, CVM dans le cluster, elle va récupérer la master encryption key qui lui permettra de déchiffrer la cake et de pouvoir déchiffrer ses decks. Hein. Donc, on a les deux possibilités. Donc, on peut utiliser un KMS extérieur, okay, KMIP. Bon, quand vous faites ça, vous êtes en pure data at rest encryption avec des disques SED. Là, pour moi, c'est le top, ça. Hein. C'est le plus sécurisé, c'est le top. D'ailleurs, si vous voulez être compatible PCI DSS, vous savez, si vous stockez des cartes bancaires, etc., on va vous demander un truc de ce genre-là. Hein. Quelqu'un vient, il pique un disque, il pique un serveur. Enfin, tant qu'il ne peut pas casser l'algorithme, bon, après, ça ne veut pas dire que c'est incassable. Hein. Pour l'instant, c'est incassable, mais ça peut casser. Hein. Maintenant, le fait d'avoir implémenté du natif KMS, c'est-à-dire j'ai pas besoin du KMS extérieur, ça permet aussi, dans des solutions où on veut chiffrer et qu'on n'a pas de disque C, d'utiliser n'importe quel disque avec un natif KMS pour pouvoir quand même chiffrer. On peut faire les deux. Hein. On peut avoir une solution dans laquelle on fait à la fois du chiffrement physique avec du CED et du chiffrement avec du natif, enfin du disque classique avec un natif KMS. Hein. Le chiffrement maintenant, parce que moi on a commencé, on a dit qu'il y a deux types de chiffrement, les données au repos et puis les données en transit. Bon là, les données en transit, on peut activer le chiffrement des données en transit. Hein. Ça permet de chiffrer tout le trafic entre les CVM. Okay. Bon, vous voyez aux différents CVM, les dialogues entre elles, et avec les hyperviseurs, tout ce trafic-là sera chiffré. Bon, après ça, ça peut engendrer de la latence parce que chiffrer le trafic entre les CVM, c'est chiffrer le système DSF. Hein, puisqu'on a vu qu'il y a une copie locale des données. Si je suis en RS2, il y a une copie locale et puis une autre copie qui est envoyée vers une autre CVM du cluster.
Et si je fais un F3, il y a 2 copies. Eh ben, tout ça, quand c'est chiffré, forcément, ça induit une latence. Je ne vais pas dire que ça fonctionne pas, hein, mais vous allez induire forcément une latence. Donc, ce qui peut être fait pour protéger le trafic des CVM, bah, c'est de les isoler. D'accord? Bon, l'un n'empêche pas l'autre, vous me direz, hein, vous pouvez les isoler et en plus les chiffrer, parce que quand vous isolez, ok, vous avez isolé, mais c'est quand même sur un switch. Ok, enfin, je ne dis pas que tout le monde peut accéder à vos switches, mais certaines personnes peuvent accéder à vos switches, hein, sans aller dans la salle, sans descendre dans la salle, hein. Il y a une prise dans ma salle, hein, dans mon bureau, et c'est une prise qui mène au switch, hein. Donc, bon, vous pouvez bien sûr chiffrer les données, hein. Ok, bon, bien sûr, vous pouvez, ici on vous dit, vous pouvez faire les deux, hein. Vous pouvez faire du CED, ok, avec bien sûr un système de chiffrement extérieur et faire du chiffrement avec ici un key manager, un local key manager. Bien sûr, avec du CED, avec un key manager extérieur, vous pouvez aussi faire du CED avec un key manager, local key manager. Vous pouvez en plus, bien sûr, chiffrer le trafic entre les CVMA. Qu'est-ce qu'on vous dit? Managing log. Bon, le syslog. En fait, vous pouvez utiliser un syslog extérieur ou un système tel que Splunk, par exemple. Splunk, hein. Bon, ce qu'il faut, c'est utiliser ces systèmes-là, hein, parce que ce sont c'est pas juste du syslog, ce sont ce qu'on appelle des corrélateurs de log. D'accord. Donc, ce qu'il faut au niveau de votre système, c'est plutôt d'utiliser soit Splunk, par exemple, ou comment il s'appelle? Log Insight. Verialize Log Insight, hein, qui est un peu l'équivalent de Splunk. C'est-à-dire, votre système va envoyer des logs vers ça. Et puis là-dessus, vous avez une interface avec de l'intelligence, des petits plugins qui vous permettent d'interroger les fichiers de log pour voir ce qui s'est passé, puisque la gestion des logs, c'est un peu compliqué. Bon, les logs, bien entendu, si vous êtes sur un Prism élément, vous pouvez utiliser un système de log centralisé, hein. Le seul inconvénient, c'est que vous n'avez rien dans le truc graphique là pour configurer votre syslog, hein. Donc, il faudra le faire en ligne de commande. Bon, sur le Prism central, c'est un peu plus sympa. On peut directement déclarer son syslog sur le Prism central ici. Je vais montrer ça. Ici, dans Prism Central Settings. Et puis, vous avez syslog. Il est là, syslog server. Bon, ce qui est intéressant, on est sur le Prism central, mais imaginez que vous avez votre 4 clusters ou vos 10 clusters euh, gérés par ce Prism central, donc vos Prism éléments, hein. Ben, quand vous avez ajouté le syslog, il va récupérer les logs du Prism central, mais également tous les logs de tous vos Prism éléments. Donc ici, vous venez ajouter votre syslog, le nom de votre syslog, okay, donc my syslog, l'adresse IP du serveur syslog. Bon, je vais mettre des adresses bidons, je vais vous montrer la conf, hein. L'adresse IP de mon serveur syslog, le numéro de port, ben, bien sûr, par exemple, si c'est une machine Linux lambda, c'est un numéro de port UDP 514. Bien sûr, ça suppose de connaître le numéro de port réellement sur lequel mon serveur syslog retourne, hein, donc mon Splunk, etc. Next. Et puis après, quand vous avez les modules, ça signifie qu'est-ce que vous voulez envoyer vers votre serveur syslog.
J'ai une explication hein, sur les modules. En fait, merde, c'est pas celui-là. C'est bien dans mon Firefox, mais celui de mon bureau. Ici, hein. Firefox, il doit avoir un lien vers les syslog, quelque chose. Hein. Syslog, syslog module. Je ne le vois pas, si vous le voyez, dites-moi. Hein. Non, ça peut bien voir. Voilà, syslog module ici. Ok, CTRL C, je vais mettre ça dans le chat. Hein. En fait, les modules, voilà comment ça fonctionne. Vous avez un module qui s'appelle API Audit. Après, vous avez un module Audit. Donc, c'est ce qu'on voit ici, hein. API Audit. En fait, API Audit, c'est quand vous attaquez l'élément en API REST. D'accord? Donc, on peut attaquer un Prism central. Si on a un logiciel pour faire de l'API REST, on peut attaquer un API REST. Et ben, ça dit, ça va auditer toutes les actions pour les clients API REST. Et puis, quand vous activez ça, vous avez un niveau de sévérité. D'accord? Vous voyez que les niveaux de sévérité, par défaut, si je ne touche pas, là, c'était warning. Si je prends ça, aussi, vous voyez, par défaut, c'est warning. Ça veut dire quoi? Les niveaux c'est pas sécurité, niveau de sévérité. Hein. Les niveaux de sévérité, bon, ils sont décrits ici. Plus c'est grave, plus le niveau de sécurité est petit, en fait. Hein. Donc, emergency, très grave. Votre système est quasiment pas utilisable. Un, c'est une alerte. Attention, il faut apporter une opération très rapidement, etc. Warning, vous voyez, c'est déjà indication qu'il peut avoir une erreur peut arriver, etc. Vous avez le moins grave, c'est des bugs, etc. En fait, ça a été inventé sur les systèmes Unix. Quand vous choisissez Emergency, en fait, il vous envoie toutes les alertes. Si vous mettez Emergency, il va vous envoyer les alertes, les critiques, les erreurs, les warnings, etc. Si vous prenez Warning, il va vous envoyer Warning, Notice, Informational et Debug, etc. Bien sûr, vous choisissez le module. Là, je ne fais pas d'API REST, ben, ça sert à rien de vouloir configurer API REST, quel que soit le niveau que je choisis. Hein. Maintenant, audit, bah, c'est le système. Si on regarde dans le commentaire au niveau d'audit, on voit ici API REST, API audit, c'est bien les clients API REST. Hein, non. Par contre, audit, c'est tout l'audit du système. Donc, c'est audit qu'il faut prendre. Les actions sur les VM, les catégories, les security policy, les mises à jour, les opérations de suppression, etc. C'est tout l'audit du système. Avec, bien sûr, je choisis mon niveau de sévérité. Et puis, vous en avez deux autres, notamment Security Policy Hit Log, ici avec les niveaux de sécurité. Bah, on vous dit que ça, c'est flow. Ici, vous voyez, ça, c'est tout ce qui est firewall. Où on va dire la source, l'adresse IP source, destination, le protocole, etc. Si le trafic est autorisé, monitoré ou droppé, on en parlera après, hein, parce qu'il y a une partie flow. Ça va auditer ça. Et puis le dernier, celui-là, Flow Service Log, ne s'active pas comme ça. On vous dit il faut utiliser ça que si le support vous dit de l'activer, parce que vous avez ouvert un case, on veut savoir ce qui se passe en termes de sécurité, etc. On peut activer ça avec un des niveaux, mais c'est toujours sous le contrôle du support Nutanix. Hein. Donc, en général, celui qu'on va utiliser, c'est plutôt Audit, ok, avec son niveau. Et puis, si je fais en plus de l'API REST, celui-là, et puis Flow. Celui-là, vraiment, on a dit, c'est pareil. Donc, vous configurez tout ça, vous sauvegardez. Votre système va vous renvoyer, le système va renvoyer vers le serveur Splunk toutes les logs. Et puis, bien sûr, comme c'est des trucs, c'est intelligent, ça vous permet, bien entendu, de pouvoir visualiser ce qui se passe dans vos systèmes. Hein, si vous avez un plantage, même si vous n'avez pas de système Splunk, c'est mieux quand même d'avoir
un syslog centralisé, hein, parce que le problème, c'est que quand un système est planté, vous êtes vraiment embêté, il est planté, bah, vous n'avez pas accès à ces logs, hein. Support dit envoyez-moi les logs, alors que si vous l'avez centralisé, vous pouvez accéder aux logs, hein. Bon, dans le système, il y a de l'audit aussi, hein, des actions faites dans le système directement sans passer par l'extérieur, sans passer par un syslog, hein. Il y a un audit dans le système. Il y a même des événements, tous les événements sont tracés dans le système. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça. Non. Regardez, Non, là, ça va. vous avez... Ouais, très bien. Vous avez ce lab-là, Cluster Lockdown, Syslog Integration, etc. Je crois que ceux qui sont sur les pods pairs, vous n'avez pas un dossier qui s'appelle euh, APM 6.5, hein, d'accord. Donc, en fait, ce que je vais faire tout de suite, là, c'est que je vais vous mettre parce que vous devez vraiment changer les certificats, là. Mhm. Je vais vous mettre dans le dossier chez Global, là, un dossier qui va s'appeler SSL Certificate, où il y aura les certificats. Il suffira de les prendre pour faire le lab pendant que vous faites le lab, hein. Ok. Vous Moi, je suis savez, là. sur le 20, j'ai APM Team 5 sur le bureau, hein, en paire. Non, mais c'est pas. C'est le. Sur le 20, t'as 6.5? Ouais. Et SSL Lab, avec les certificats. Ah ouais. Ah bah, ils ont. Peut-être Parce mis à qu'ils n'y jour. étaient pas, hein, t'es d'accord? Hier, on avait Je sais regardé pas. sur tous les pairs, ils n'y étaient pas. Peut-être qu'ils ont rectifié. S'ils ont rectifié, c'est bon. Sinon, je vous mets quand même dans ressources. Ok. Les fichiers pour ceux si éventuellement ils l'auraient pas fait partout, hein. Hmm. J'étais déconnecté là. Bon, sinon on fait la pause déjeuner. Regardez, bon, je dis je serai là moi à moins le quart, mais vous êtes en lab, hein, donc je serai là à moins le quart, 2 heures moins le quart, mais je vous laisserai faire le lab, peut-être aux alentours de Ok, 2h30, j'aurai fini, on prend la théorie, hein. ok. Ok, Bon appétit. Merci, à tout à l'heure. bon Merci, bon app. appétit. À tout à l'heure.